ta vision du marché, l'impact dans un environnement aujourd'hui un peu perturbé et perturbant avec la crise sanitaire qu'on connaît, qui peut évidemment avoir un impact négatif court terme, mais peut-être positif et encourageant sur le moyen long terme. Donc, on va essayer de couvrir ces différents aspects. Comme on l'a dit, je crois, en amont, il y a un temps pour les questions. Hein, donc, les personnes qui ont des questions, vous avez sur Zoom la possibilité de rédiger des questions qu'on traitera à la fin de l'intervention de Bertrand, si ça vous va. Juste pour commencer, Bertrand, si tu peux, dans un premier temps, juste te présenter un peu, présenter ton parcours et ce qui t'a amené à… Comment tu es arrivé un jour à te dire que tu allais créer une société de scooters électriques en free floating? Bonjour à tous, donc oui, Bertrand Fleurose, je suis le fondateur de CityScoot. Je vais pas passer beaucoup de temps à vous raconter mon CV, mais j'ai plutôt une carrière de financier, finance de marché. J'ai fait ça pendant pratiquement 17 ans. Et puis, voyant que la finance de marché ne m'apprenait pas grand-chose, sauf construire des produits financiers compliqués, j'ai décidé un jour d'éteindre tous mes écrans et de me lancer dans une autre aventure. Je ne savais pas du tout dans quelle voie j'allais me diriger. J'avais plusieurs possibilités et j'ai choisi celle du service. En fait, j'ai créé ça en revenant après avoir habité à Londres pendant 5 ans. On sait tous que dans les pays anglo-saxons, la culture du service est bien plus forte que dans les pays du Sud. Et en rentrant à Paris, enfin cette culture, je me suis complètement imprégné de la culture de service. Et en rentrant à Paris, il fallait que je crée quelque chose dans le service. Donc j'avais pas mal d'idées. Puis j'ai décidé un jour que je voulais faire le Midas du scooter en France. Je n'y connaissais rien en scooter. Je suis pas du tout passionné à la base par les deux roues. Mais ce qui m'intéressait, c'était de monter une chaîne de, de centres de services pour tous les utilisateurs de deux roues à Paris surtout. Et puis bon, bah, rapidement, enfin, ça a fonctionné assez bien à Paris très vite. Et puis là, on est à peu près. J'ai créé ça en 2005. Et puis au bout de quelques années, bon, ça me passionnait plus trop. Et j'ai vu l'arrivée d'Autolib. Donc pour moi, l'arrivée d'Autolib a été un gros tournant euh, dans ma vie, et c'est celui qui m'a amené très certainement à créer CityScoot. L'arrivée d'Autolib a fait germer en moi plein de choses. La notion de partage, la notion de libre service, l'électrique évidemment. La seule chose qui ne me plaisait pas trop dans Autolib, c'était cette histoire de station, qui pour les voitures, à mon avis, était la seule équation possible à ce moment-là. Et donc, à partir de 2012, pendant à peu près 1 an et demi, j'ai essayé de penser un système de façon à ce que à créer un système qui soit mieux qu'Autolib pour les deux roues. Alors, j'ai pris du temps, ça a été compliqué, ça a été un gros pari, mais il était vital pour moi dans une ville comme Paris où il y a à peu près 150 000 ou 200 000 utilisateurs de deux roues, d'essayer de m'adapter à la demande en proposant aux Parisiens quelque chose que probablement ils attendaient, mais en fait sans trop le savoir. Donc il y avait un petit enjeu technique. Le scooter a cet avantage d'abord d'être très populaire dans ma ville, d'être suffisamment gros pour y intégrer de la technologie et suffisamment petit pour que les batteries puissent être portables, interchangeables. Et c'est ce qui a permis de créer la notion de free floating. On a inventé en France le free floating, on a été les pionniers. Et voilà, donc j'ai créé CityScoot en l'entité juridique en 2014, lancé le service en 2016. Donc voilà à peu près
le parcours jusqu'à l'ouverture de CityScoot. Et Bertrand, est-ce que, si je ne me trompe pas, la notion de time to market est évidemment importante dans l'apport d'un nouveau service. De ce que je comprends, c'est que tu es arrivé aussi au bon moment où la ville de Paris était assez mûre dans une réflexion sur le besoin de développer un service de mobilité scooter, peut-être pas aussi élaboré que CityScoot, mais il y avait déjà une réflexion en cours. Et donc ça a été important, je pense, dans le succès du lancement de CityScoot. Alors, j'ai eu l'idée de CityScoot, enfin, ou d'un Scoot Libre, puisqu'à l'époque, il était question que la mairie de Paris crée un Scoot Libre. Mais j'ai eu l'idée avant eux. Je n'ai pas eu l'idée avant un des groupes qui avait des sièges à la mairie de Paris, qui était le groupe du parti des radicaux de gauche, qui, eux, parlaient depuis pas mal de temps au Conseil de Paris, depuis 2008, en fait, depuis l'arrivée de Vélib', de la possibilité de faire un Scoot Libre à Paris. Je ne pense pas qu'ils le pensaient électrique à l'époque, mais je sais que j'ai surfé sur le programme d'Anne Hidalgo en fin 2013 qui a promis un Scoot Libre. Et moi, j'avais déjà mon concept déjà bien avancé. Et effectivement, je sentais qu'il fallait que je lance rapidement avant la mairie de Paris. Et je dois dire que j'ai choisi un petit peu mon timing au moment des annonces, de façon à libérer Anne Hidalgo de la promesse qu'elle avait faite de créer un Scoot Libre. Et en 2015, dès la parution d'un article qui a été publié sur CityScoot dans le journal du dimanche, la mairie de Paris nous a appelés pour nous féliciter de notre initiative et nous dire qu'elle allait nous soutenir et inaugurer l'expérimentation de notre service. Donc le time to market à Paris, c'était plutôt une sorte de course à la concurrence entre la mairie de Paris et moi. Le time to market en Europe, en fait, on a été 3 entrepreneurs dans 3 pays différents à créer le service, à imaginer le service, je pense à peu près au même moment, puisque mon service, enfin CityScoot, un service en Allemagne et un service en Espagne sont arrivés tout d'un coup à 2 ou 3 mois d'intervalle, les 3 en même temps. Voilà, donc ça voulait dire qu'en fait, c'était pas seulement Paris qui bouillonnait, c'était un petit peu d'autres villes d'Europe aussi. Voilà. Donc et aujourd'hui, quand tu regardes d'autres villes où t'implanter, est-ce qu'il y a la même notion de timing et d'adéquation avec l'agenda des collectivités et des mairies en place, ou ce qui s'est passé sur Paris, c'était un peu exceptionnel, et là, tu es plus après sur les autres villes à déployer une nouvelle mobilité qui est maintenant un peu plus établie et qui s'impose de façon plus évidente aux différentes mairies et collectivités. Oui, non, mais c'est exactement ça. À Paris, on a été les premiers. On a inventé le scooter électrique en libre service et en free floating. Il y avait déjà un service qui existait, qui n'était pas tout à fait le même que le nôtre, qui était à San Francisco, qui s'appelait Scoot, mais qui n'était pas tout à fait en free floating. Donc la démarche à Paris, ça a été d'imposer finalement un service qui n'était pas réclamé. Aujourd'hui, c'est différent dans les villes dans les mairies où on frappe à la porte ou dans les villes où on veut s'implanter. C'est différent. On nous réclame, on nous attend. La notion de libre service, on n'a plus besoin comment on dit, de l'évangéliser. La notion de circuler en électrique et la notion de partage, tout ça, c'est maintenant quelque chose d'acquis. Et donc, les démarches dans les villes sont complètement différentes maintenant. Maintenant, on nous comprend très bien en 2 secondes. On sait que ça existe. Quand on est arrivé à Paris, il a fallu convaincre. Ok, donc bon, donc on a compris qu'il y avait un élément une des clés du succès de CityScoot, ça a été l'anticipation et en fait la création d'un nouveau service, d'une nouvelle forme de mobilité qui petit à petit s'impose dans les autres collectivités. Donc l'idée est bonne, on va dire. Apparemment, elle est validée par tout le monde. Après, pour que ça marche, il y a toute l'implémentation qui suit derrière. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pour toi quels ont été les facteurs clés du succès et les sujets sur lesquels tu es complètement paranoïaque pour faire en sorte que le service délivré soit
à la hauteur des attentes de tes clients? Je me mets constamment à la place. D'ailleurs, j'utilise Cityscoot tous les jours. Donc, je me suis mis depuis la création dans les chaussures d'un client. J'ai été scooteriste avant de créer Cityscoot. Ça faisait déjà 10 ou 15 ans que je faisais du scooter. Je connaissais bien le marché. Mais il fallait que le parcours client soit le plus sécurisant, le plus sûr possible. Et c'est là que moi, je ne suis pas ingénieur, hein, je ne suis pas très fort en technologie. Et j'ai écrit sur un papier, voilà comment j'aimerais que le parcours utilisateur soit façonné. Je l'ai donné à des ingénieurs et je leur ai dit de se débrouiller. Ils l'ont fait. Et Euh, comment est-ce qu'on s'entoure de talents comme ça quand on lance une nouvelle idée? Ce que tu expliques est intéressant parce que donc, toi, tu as eu l'impulsion, l'idée, mais tu as besoin de compétences techniques à côté de toi. On fait comment quand encore une fois, je pense aux potentiels futurs entrepreneurs qui peuvent nous écouter, qui sont des étudiants ou de jeunes diplômés. Je pense que c'est intéressant pour eux de comprendre comment une bonne idée, c'est bien, l'implémenter, la mettre en place, c'est intéressant. Et donc, comment tu t'es entouré sur les aspects techniques et puis après, il y a l'aspect aussi financier. Comment tu as organisé ton tour de table progressivement au fur et à mesure où pour accompagner ta croissance? alors, ouais, ça me fait extrêmement plaisir de passer quelques instants là-dessus. Euh, pour réussir, bon, déjà, il y a des prérequis, hein. Il faut avoir une bonne idée. On peut être aussi bon qu'on veut. Si on n'a pas une idée qui plaît au marché, ça ne fonctionnera jamais. Il faut avoir du courage. Ça me paraît être un prérequis. Il faut avoir du timing. Je pense que c'est pratiquement la notion la plus importante. Et puis, il faut avoir un peu de chance. Je pense que dans mon parcours, depuis la création de Cityscoot jusqu'à aujourd'hui, enfin, j'arrive à énumérer au moins 5, peut-être même 10 gros coups de chance qui ont fait qu'on est arrivé là aujourd'hui. Et l'équipe que j'ai constituée autour de moi, finalement, je ne l'ai pas cherché. J'ai eu de la chance. Là, bon, je dis ça, mais on a recruté hier un nouveau directeur général pour Cityscoot. Celui-là, on l'a bien cherché, mais au début, finalement, on prend ce qu'on trouve. Alors, le coup de chance des ingénieurs, c'est qu'au début, on avait sous-traité la techno pour notre prototype et la boîte, le bureau d'études qui nous a fait ça, qui nous a fait le premier prototype, elle a fait faillite et donc j'ai recruté les ingénieurs qui avaient travaillé sur le projet. Voilà le premier coup de chance. Mes 3 premiers salariés sont 3 ingénieurs hardware plutôt, enfin 2 hardware, un software. Donc ceux-là, je les ai recrutés en 2015 et ça, c'était un coup de chance. On les a encore aujourd'hui et ils ont été cruciaux dans la construction de Cityscoot. Ensuite, ce sont les connaissances qui sont venus s'adjoindre, les amis d'amis, qui sont venus s'adjoindre aux équipes avec leurs recommandations. Attends, excusez-moi, on va demander à tout le monde de répéter, de bien couper vos micros, s'il vous plaît. En plus, on entend ce que vous dites et ça peut être un problème pour votre propre confidentialité. Donc, je vous invite à veiller à ce que vos micros soient bien coupés. Merci. Pardon, Bertrand. En ce qui concerne, aucun problème. En ce qui concerne les finances, alors évidemment, là encore, il faut de la chance. Tout le monde ne peut pas lever ses premiers euros, les quelques dizaines de milliers d'euros qu'il faut pour lancer son idée. Souvent, l'entrepreneur est quelqu'un de très, très optimiste et qui pense que son produit va révolutionner le monde. Et il ne comprend pas pourquoi tous les gens ne mettent pas toutes leurs économies dans son projet. J'avais dans mon entourage, parce que je venais des marchés financiers, parce que j'avais rencontré dans mon activité de service pour les 2 roues des gens qui étaient assez aisés. Et j'ai pu lever, sans faire appel à d'investisseurs professionnels, j'ai pu lever sur 1 an et demi à peu près, pas loin de 3 millions d'euros, ce qui est tout à fait exceptionnel en friends and family. Je crois même pas que, enfin, je pense qu'il y a très très peu d'aventures
où on lève, enfin de premiers projets comme ça, où on lève 3 millions d'euros, ce qui nous a permis non seulement de terminer notre prototype et d'en faire enfin, d'arriver à la bêta, d'acheter 100 scooters, de recruter du monde et de lancer le service à Paris et puis de faire des promesses qu'on… Enfin, tu sais, il y a aussi des gros coups de poker, hein. Moi, quand j'ai annoncé au Journal du Dimanche en 2015 qu'on allait mettre 1000 scooters dans Paris avant fin 2016, c'était un gros coup de bluff, un gros coup de poker. On n'avait que 75 000 euros sur les comptes à ce moment-là, donc de quoi acheter à peine une douzaine de scooters. Mais c'est cet article qui a fait qu'on s'est intéressé à nous et qui, finalement, les fonds sont arrivés grâce à ça. Oui, la casquette? Oui. Ça prend combien de temps entre le moment où tu as l'idée, que tu as développé à peu près la solution technique et le moment où tu es sur le marché et tu as une quinzaine, une vingtaine de scooters qui tournent? Il s'est passé combien de temps? Il s'est passé entre le moment où j'ai l'idée, c'est-à-dire, je pense fin 2000, enfin l'idée je l'ai eu avant, mais entre le moment où j'ai sorti la feuille de papier, que je m'y suis mis sérieusement, c'est-à-dire fin 2012 ou début 2013, et le moment où il y a eu le premier prototype où on voyait encore les fils sortir des carrosseries, là il y a eu quasiment 1 an et demi. Puis le bêta test a commencé en octobre 2015, c'est-à-dire encore pratiquement 1 an et demi plus tard. Donc, et le service s'est lancé encore 6 mois plus tard. Donc 3 ans entre la feuille blanche et le bêta test, et 6 mois plus tard le lancement du service. Donc oui, et puis pendant 3 ans, c'est 15 heures de boulot par jour. J'ai dit un jour, j'ai choqué tout le monde un jour dans une conférence au Salon des entrepreneurs en disant que c'est soit le conjoint, soit le projet. C'est difficile d'allier, de concilier les deux. Voilà. Moi, je venais, bon, c'est un peu personnel, mais je venais de me séparer de ma femme, de mon ex-femme en 2013. Et je pense que j'aurais pas pu monter le projet. Alors, j'ai pas fait pour monter le projet, hein, je vous rassure tous. Mais je pense que j'aurais pas pu monter le projet si j'avais été en couple. Je pense que ma femme ne l'aurait pas supporté à l'époque. Ça, c'est un peu flippant comme message quand même. Donc, c'est soit entrepreneur, soit célibataire. Alors, non, mais quand j'ai lancé ce message au Salon des entrepreneurs, je sais pas, il devait y avoir 1000 personnes et j'ai entendu un grand oh et tout. Mais enfin bon, alors si le couple est solide, ça marche. Mais moi, je n'ai pas vu, je n'aurais pas vu ma femme à l'époque, je pense, pendant au moins 2 ou 3 ans. Ouais. Bon, donc, enfin, on comprend le message extrêmement exigeant en termes de commitment et d'engagement personnel pour lancer un projet comme celui-là, avec le succès qu'on connaît. Et juste pour, encore une fois, pour donner un peu de perspective aux gens et notamment aux potentiels futurs entrepreneurs, les étapes d'après pour arriver au niveau de maturité de CityScoot aujourd'hui, si tu résumes un peu dans les grandes lignes les étapes en termes de développement opérationnel, de levée de fonds additionnels, quel a été le rythme et quels ont été les éléments marquants et les événements marquants qui t'ont permis de passer à l'étape suivante? Ouais, le rythme, tout le développement, il est rythmé par l'argent, en fait. Hein. Je pense que ce qui est très important, c'est de se fixer des objectifs et de se dire que c'est une question de vie ou de mort à chaque fois. Il faut savoir mettre… j'aime beaucoup parler de la palpation du risque. Mais il faut savoir mettre de temps en temps son entreprise en péril, parce que si on refuse de faire ça plusieurs fois, en tout cas jusqu'à ce qu'elle devienne solide, ensuite il ne faut plus le faire, on ne peut pas avancer, on ne peut pas espérer croître et on verra probablement ses concurrents nous dépasser. Donc le rythme, il est forcément orchestré par les fonds qu'on a. Donc effectivement, si on se fixe un objectif et qu'on n'a pas d'argent, ben, on n'atteindra jamais l'objectif. Et donc, la première chose, c'est de vendre son âme au diable, c'est-à-dire aux investisseurs. Quelle horreur.
C'est horrible, c'est horrible. Non, mais c'est horrible, mais c'est la règle du jeu. Il faut le comprendre. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs dans mon parcours qui refusent la dilution parce qu'ils ont l'impression de donner un bras de leur bébé, une jambe, la tête, etc. Il faut le faire. Il faut accepter ça et puis il faut croire en son projet. Et de toute façon, de deux choses l'une, hein. Soit le projet est beau et on trouve l'argent et pour mener à bien son projet, soit le projet, soit on ne trouve pas d'argent, c'est-à-dire que le projet n'est pas bon. Et à ce moment-là, il n'y a pas de regret de passer à autre chose. Donc moi, j'étais assez convaincu, enfin tous les entrepreneurs sont convaincus. Moi, j'étais assez convaincu parce que on avait quand même, moi j'avais testé un petit peu l'idée et tout le monde avait trouvé ça formidable à l'époque. Donc je savais que j'allais y arriver et il ne faut jamais avoir aucun doute sur le fait qu'on y arrive. Ensuite, effectivement, on a levé de l'argent auprès de la Caisse des dépôts et d'un gros family office qui nous ont permis de pouvoir louer nos 1000 premiers scooters. Et au fur et à mesure qu'on mettait des scooters dans la rue, on embauchait un petit peu plus de monde. Et puis quand on a voulu en rajouter, puis ouvrir une nouvelle ville, on a réemprunté de l'argent, enfin on a revendu des actions contre de l'argent et on a développé d'autres villes. Et ensuite, une fois que j'ai envie de dire qu'une fois que le tour A et le tour B sont passés, je pense que le système est un peu huilé. Jusqu'au tour B, je pense que, ou même jusqu'au tour C, je pense que les investisseurs continuent d'accepter que la croissance se fasse au détriment du profit, ce qui est vrai dans toutes les sociétés de croissance et d'hypercroissance. C'est quelque chose qu'il faut accepter. Mais il y a un moment ou un autre, il faut prouver que le modèle il marchera au moins un jour, quelque part, dans le futur. Nous, je pense qu'on n'aurait pas pu, on n'aurait pas pu trouver d'argent au tour C, dont tu as fait partie, Philippe, si on n'avait pas prouvé ou montré que le business model était profitable au moins à Paris et qu'on était capable de scale up, c'est-à-dire de déployer notre système dans d'autres territoires. Donc, au début, c'est du slideware, on dirait, j'ai envie de dire. C'est de l'exécution. Donc, l'exécution, c'est extrêmement important. Si je pense qu'un management qui exécute et qui tient ses promesses, je pense que c'est un asset énorme. Et puis ensuite, après les phases du slideware, ensuite, il faut réellement faire ses preuves. Voilà. Donc, je pense que CityScoot, maintenant, est dans la phase où elle doit faire ses preuves. En tout cas, il faut qu'elle montre des bons KPI et avec un peu de chance du profit, ce qui va être difficile cette année. Je préfère te prévenir devant tout le monde. Mais on en est là, voilà. On est dans cette phase-là maintenant. Merci, message bien reçu, mais ça ne vient pas comme une surprise majeure. Plus sérieusement, moi, une des choses qui m'a, si je peux témoigner en 2 minutes, qui m'a frappé, c'est l'obsession de l'excellence opérationnelle qu'il y a chez CityScoot. Et puis même, j'ai testé le produit évidemment avant d'investir. Si tu peux juste partager avec nous un peu quelques exemples peut-être concrets ou comment tu veilles sur ce sujet-là, parce que je pense que c'est très illustratif du fait que, en dehors d'avoir la bonne idée, de réussir à lever de l'argent, si on n'est pas obnubilé par la qualité du service au client, on n'arrive pas à avoir du succès. Tout ça repose sur une notion qui m'est extrêmement chère et qui peut-être m'a aidé à lever autant d'argent en Friends and Family, c'est la notion de confiance. Mes relations extra-professionnelles et professionnelles ne reposent que sur la confiance. Et la confiance que je m'impose vis-à-vis des autres et que je réclame aux autres, je veux que mes clients, je veux la donner aussi à mes clients. Comment leur donner la confiance? D'abord, en mettant suffisamment de scooters dans les rues pour que le matin, quand ils vont au bureau, ils n'aient même pas besoin de se dire qu'ils vont réserver un véhicule. Ils savent qu'il y aura un CityScoot à moins de 200 mètres. Donc ça, pour moi, pouvoir se reposer sur la disponibilité d'un service, c'est le premier engagement de confiance. La deuxième chose, c'est la recharge des batteries. Donc tout ça, c'est une question de disponibilité. La recharge des batteries. Donc, effectivement, le gros enjeu d'une entreprise comme la nôtre, c'est toutes les fonctions opérationnelles terrain
les remplacements de batteries. Et pour ça, on a embauché beaucoup de monde. Il y a au moins 150, enfin entre 150 et 250 personnes sur le terrain, selon les saisons, qui travaillent à remplacer les batteries. Parce que je me suis donné comme objectif d'avoir au moins 75 ou 80, et même j'aimerais arriver à 85% de disponibilité sur l'ensemble de ma flotte. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, ces gens-là sont très bien traités, ils sont nombreux. On a optimisé par tous les moyens techniques possibles l'opérationnel terrain. Et on a des locaux de recharge, par exemple, avec des niveaux de sécurité qui n'existent nulle part au monde. On a dépensé un petit peu plus d'argent que les autres là-dessus, mais on sait qu'au moins notre service… Et pourquoi on a fait ça? Parce qu'on ne veut pas qu'un de nos entrepôts ne brûle, parce que les batteries électriques, la batterie électrique, c'est un objet qui est très dangereux et qui peut spontanément s'emballer et exploser. Parce que si jamais ça arrivait, ce qui m'embêterait pas, ce qui m'embêterait le plus, ce serait pas de savoir que ça nous coûte de l'argent. Bon, on est assuré de toute façon, mais ce serait de savoir que le service n'est pas disponible pour une partie de mes clients pendant un certain temps. Et ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Pourquoi? Parce que je pense que moi, si j'étais un client et que je vois que tout d'un coup, il n'y a plus de disponibilité, ben, je passe à autre chose. Alors, on a la chance d'être en monopole en ce moment à Paris, mais on le sait tous, hein, je pense que tous les gens qui m'écoutent ont tous basculé au moins une fois de chauffeur privé à Uber ou de Uber à quelque chose d'autre à cause d'un souci même mineur. Voilà. Bon. Donc, pour garder le client, il faut lui donner la confiance. Et donc, pour nous, ça, l'excellence opérationnelle, c'est instaurer un climat de confiance. Et donc ça, en effet, c'est sur le hardware, c'est-à-dire les scooters, sur le soft, puisque l'application est très importante aussi, et puis sur toute la partie opération maintenance, entretien de tes… Oui, absolument. Et le hardware, c'est très important. J'ai acheté à l'époque, mon premier choix, ça a été d'acheter le scooter le plus cher du marché, qui est un scooter allemand, alors que mes concurrents en Europe, qui sont nés en même temps que moi, ont acheté le scooter le moins cher du marché. Depuis, ils ont changé 5 fois de modèle à peu près. Et moi, tous mes scooters de 2015, je les ai encore. On a eu en 40 millions de kilomètres que 2 pannes mécaniques importantes qui auraient pu être dangereuses. Mais sur 40 millions de kilomètres, enfin moi, tout ce qu'on fait, donc dès le premier choix du scooter, la fiabilité du scooter, pour moi, il fallait que j'ai confiance dans le scooter. Donc, surtout à tous les niveaux de la création de l'entreprise, il est important d'avoir confiance dans le soft, dans le hard, dans les hommes. Est-ce que tu peux nous donner aujourd'hui, où Cityscoot est un peu plus, est à une phase un peu plus mature, sans trahir de grands secrets, mais nous donner en quelques chiffres pour nous permettre de façon un peu plus palpable d'apprécier ce qu'est Cityscoot aujourd'hui en termes de personnel, en termes de taille d'entreprise, en termes aussi de nombre d'utilisateurs, etc. Oui, alors CityScoot, oui, oui, bien sûr. Donc CityScoot, je ne vais pas trahir. Souvent, je communique sur les chiffres que je vais donner, donc je me sens assez à l'aise. CityScoot, c'est 7000 scooters déployés dans 4 villes différentes. Donc Paris est la plus grosse avec 4000 scooters. Puis Nice, Rome et Milan et bientôt Barcelone, où les scooters attendent dans un entrepôt de pouvoir être déployés, notamment à cause du Covid. Ce sont à peu près, bon, alors en tête de pipe, je crois 380 salariés, et en équivalent temps plein, parce que c'est ce qui nous qualifie d'ETI maintenant. On est passé au stade d'ETI, on doit être à peu près 260. C'est l'été, quand il fait plus ou moins beau, entre 15 et 20 000 locations par jour à Paris. Hein, je donne les chiffres de Paris parce Oui, que ce sont ceux que je connais le mieux. L'hiver, c'est plutôt entre 10 et 15 000. Donc, c'est beaucoup de locations par jour. C'est à peu près 200 000 clients à Paris et environ peut-être 50 000 dans l'ensemble des autres villes parce qu'elles sont toutes récentes.
Voilà, donc je t'ai dit, c'est 40 millions de kilomètres, c'est important, c'est Ouais, impressionnant. non, c'est impressionnant, c'est colossal. Et alors, justement, ce qui est intéressant, c'est de voir comment. Là. On est en train de faire notre 10 millionième. On va faire un peu de gaming d'ailleurs pour voir qui est le 10 millionième rider, mais on a fait 10 millions de locations là. Et Excuse-moi. alors, est-ce que tu peux, d'ailleurs, c'est une des questions, je vois, et que j'avais à l'esprit aussi, nous donner, tu as annoncé, enfin, Cityscoot a annoncé il y a quelques semaines, même mois, je pense, un partenariat avec Uber. Est-ce que tu peux un peu l'expliquer et donner voilà, la vision stratégique un peu qui est derrière? Oui, alors c'est déjà ce qui est important de noter parce que j'en suis très fier, c'est Uber qui est venu nous chercher et pas le contraire. Uber s'était posé la question, je ne pense pas trahir de secret là non plus, s'était posé la question à un moment d'offrir son propre service de scooter électrique de façon à pouvoir offrir, à être la première plateforme à pouvoir offrir toutes les mobilités, enfin en tout cas tous les ventails de mobilité qu'on peut trouver dans la ville, avec trottinette, vélo, VTC, le scooter aurait complété la gamme. Je pense que le timing et puis devant la complexité, parce que c'est pas simple, hein, c'est pas Cityscoot, c'est pas qu'une app. Hein. Uber, c'est bon, j'ai pas envie d'être réducteur vis-à-vis de mon partenaire, mais Uber, c'est quand même essentiellement une app. Et déployer des trottinettes électriques ou des vélos électriques, c'est beaucoup plus simple en termes d'infrastructure, de taille de véhicule que de déployer des scooters. En plus, la législation, au moment où les trottinettes électriques sont arrivées, était complètement. Enfin, il n'y en avait pas. Les vélos, ils ont toute la liberté, toutes les libertés possibles et inimaginables. Donc, pas non plus de grosses barrières à l'entrée. Le scooter, c'est plus compliqué. Il y a des homologations, il y a du code de la route, il y a des permis de conduire, il y a des choses comme ça, puis il y a des amendes. Bon, c'est compliqué. Et ils se sont dit que finalement, faire un partenariat avec un acteur serait beaucoup plus simple que de le faire soi-même. Et ils ont fait la tournée des acteurs en Europe et ils nous ont choisis. Donc nous, on était très fiers. Alors évidemment, ça a été un contrat qui a été très long à établir parce que tout le monde tirait un peu la corde vers soi. C'est normal dans tous les contrats. Mais on est arrivé à un partenariat qui était très, très équilibré, très fair. Je dois dire que les gens qui négocient côté Uber sont très forts, enfin, ont un gros sens du business. Et donc, on sera, alors on commence par Paris, mais l'objectif est que tous les scooters électriques Cityscoot apparaissent sur l'app Uber. Ça existe déjà, hein. Ça fonctionne déjà depuis 2 mois. Et qu'on le fasse dans les autres pays d'Europe. Alors, donc, le modèle économique, c'est simplement un modèle très simple où chaque client qui passe par l'appli Uber donne lieu à ce qu'on appelle un revenu sharing, c'est-à-dire une commission que Cityscoot reverse à Uber. Pour nous, c'est formidable parce que ça nous permet d'aller dans des villes d'Europe beaucoup plus facilement. Quand on arrive dans une ville d'Europe avec la clientèle, sachant que nos scooters vont être sur l'appli Uber qui souvent a énormément, pratiquement tous les habitants comme clients. Donc géographiquement, c'est une aide énorme. Et puis d'abord, en plus, ça a de la gueule d'être avec Uber. Et puis pour nous, ça nous permet d'étoffer aussi un petit peu notre base client. On a beaucoup, enfin pas beaucoup plus parce qu'il y a eu le Covid 15 jours après le début du partenariat, mais je sais qu'on va étoffer notre base client. Voilà. Donc si Alors, je on parlera peut-être du Covid plus tard, de l'impact du Covid. Avant ça, parce que c'est donc on comprend bien maintenant où en est Cityscoot et le partenariat avec Uber. Justement, c'est comment se positionne aujourd'hui Cityscoot dans la mobilité qui devient un service et comment Cityscoot se positionne par rapport au transport en commun, par rapport à la voiture, par rapport au vélo, par rapport aux trottinettes. Voilà, quelle est ta vision là-dessus du positionnement de Cityscoot? Alors, on ne va pas parler les transports en commun, c'est 5 millions de voyageurs par jour. Les transports en commun à Paris, rien qu'à Paris, font en un jour ce que nous on fait en un jour ou deux, disons ce que nous on fait en un an. Hmm. D'accord. Il est évident que
si on arrivait à capter, donc on peut parler par exemple de lundi prochain, mais si on arrivait à capter ne serait-ce que 1% des voyageurs des transports en commun à partir du 11 mai, on triplerait notre chiffre d'affaires. C'est pour te dire à quel point le poids transport en commun versus toutes les autres mobilités réunies, c'est incomparable. La ville, pour moi, la ville se façonne progressivement vers toutes les mobilités dont on parle, même si sur certaines, je suis encore hyper sceptique, notamment à propos de leur business model. Je pense aux trottinettes notamment. Mais évidemment, le vélo sera, et nous on aime beaucoup le vélo, il n'est pas exclu qu'un jour CityScoot se lance dans le vélo électrique, mais je pense que le vélo sera toujours le grand gagnant des villes, et je crois que c'est mérité. À côté de ça, je pense que, et on me reproche d'être anti-vélo primaire quand je dis ça, mais c'est pas grave, je le dis, parce que juste avant, j'ai dit que j'adorais le vélo, donc je me sens protégé maintenant. Mais je pense que le seul défaut du vélo, c'est que les cyclistes ignorent le code de la route. Et je pense que quand les cyclistes n'ignoreront plus le code de la route, j'espère que tout le monde pratiquement fera du vélo. Je crois que le vélo, mais dans les villes comme Paris, où le scooter existe depuis les années 60, a eu un boom dans les années 90 et depuis n'a cessé de croître, fait partie de la vie de la ville. Il y a quand même, faut quand même se rendre compte qu'il y a 10% de la population, ou même 12% de la population de Paris intramuros, je parle, qui est en âge de conduire un scooter, qui a un scooter. Donc ça veut dire qu'il y a quand même énormément de gens qui ont fait le choix du scooter et de temps en temps, on se sent un petit peu oublié, CityScoot, donc on est obligé de pousser un petit peu des coudes en disant mais attendez, il faut arrêter, le scooter électrique, ça, c'est pas une bête, c'est pas méchant parce que tu sais, il y a historiquement les motards, les scooteristes, et puis on n'est pas aidé par les livreurs de pizza et les Deliveroo, etc., qui ruinent un petit peu l'image du deux roues, motorisé. On est obligé de pousser des coudes pour dire attendez, nous on est propre, on va à 45 km/h, on ne fait pas de bruit et il ne faut pas nous oublier. On a tendance à nous oublier, nous CityScoot, quand les urbanistes de la mairie de Paris et les décideurs des transports redessinent un petit peu les rues de Paris, on est toujours un petit peu oublié. Donc on est obligé de pousser un petit peu des coudes, mais la force des choses, le fait qu'on soit électrique, ce qui est quand même, enfin, c'est énorme, ça veut dire pas de pollution dans la ville, ça veut dire pas de bruit. Enfin, il y a des chiffres qui disent que qu'un deux roues qui circule, qui fait un trajet normal dans Paris, un deux roues motorisé thermique, la nuit réveille 350 personnes. Juste une personne en réveille 350, et si jamais l'engin est débridé, il en réveille 11 000. Donc, je pense que CityScoot a toute sa place. À Paris, je vous dis, on joue des coudes, mais il y a d'autres villes. Là, par exemple, à Rome et Milan, ce sont les municipalités qui nous ont appelés pendant le confinement pour nous demander comment on pouvait mettre plus de scooters pour le déconfinement, de façon à libérer un petit peu, enfin à permettre aux gens de prendre un peu moins les transports en commun. Donc, ce qui veut dire que le vélo, comme le scooter, comme probablement la trottinette, seront des moyens de transport incontestables plus on va avancer dans le temps. J'en suis certain. Donc, nous, on se positionne. Il faut comprendre que CityScoot pourrait s'intéresser au vélo à un moment ou à un autre. Mais on s'intéresse depuis longtemps. En fait, moi, ça fait déjà 1 an, mais j'ai eu d'autres chats à fouetter, malheureusement. Alors maintenant, avec l'arrivée de mon DG, on va pouvoir accélérer et regarder à 360 degrés, mais on s'y intéresse depuis longtemps. L'interrogation là, c'est est-ce que le business model est viable? Est-ce qu'on ne se fait pas voler trop de vélos? Ça va me permettre de répondre à une question que j'ai vu passer sur le chat. Quel est le pourcentage de dégradation? Enfin, je ne sais plus où je l'ai vu la question, mais quel est le pourcentage de dégradation de vos scooters? Alors,
Bon, j'en profite pour répondre. On n'a quasiment jamais de dégradation et on n'a jamais eu, ou peut-être une fois, quelques tentatives de vol, mais jamais de vol. Et on a retrouvé 2 fois un scooter dans l'eau, c'est-à-dire une fois dans la Seine et une fois dans la mer à Nice. Voilà. Donc, on a un taux de dégradation qui n'a rien à voir ou de disparition qui est nul et donc qui n'a rien à voir avec les autres services. C'est pour ça que, et la clé des business models comme le nôtre, c'est la durée de vie du véhicule. La durée de vie du véhicule, nous, on l'estime à au moins 6 ans, alors que les autres services de mobilité ne peuvent pas en dire autant. Bon, les trottinettes, n'en parlons pas, mais même les vélos. Voilà, donc ça répond ça répond à une... Bertrand, je vois que l'heure tourne. Avant de passer aux questions, juste peut-être un dernier, une dernière question pour toi en 2 volets, qui est l'impact de la crise du Covid actuelle sur ton business et derrière ça, à plus moyen terme, voire à long terme, quelle est ta vision du marché, de la place d'un city scoot dans tout ce qui est mobilité douce urbaine? Alors, le Covid, l'impact du Covid a été énorme. Hein, du jour au lendemain, moins 90% de trajets qui remontent maintenant. Ce qui est rigolo, c'est qu'on a un baromètre quotidien, d'ailleurs même demi-heure par demi-heure, sur le nombre de locations qu'on fait à Paris, à Nice, à Milan, etc. Bon, en Italie, ils sont un tout petit peu plus disciplinés. À Paris, un peu moins, et à Nice, encore moins. Mais on voit, par exemple, on a doublé notre nombre de locations depuis entre le premier jour du confinement. Hier, il était 2 fois ou 2 fois et demi plus important. Donc, on sent que les gens, ils sortent, là, ils n'en peuvent plus, ils utilisent le scooter et la plupart se déconfinent déjà. Mais l'impact est énorme. Ce qui est important, c'est l'après-Covid. L'après-Covid, vous savez, je pense, si je prends l'exemple d'un ex-fumeur, il n'y a pas plus intolérant vis-à-vis d'un fumeur qu'un ex-fumeur. Et je pense qu'il va se passer à peu près le même phénomène ici. Les Parisiens, enfin les citadins, ont goûté à 2 mois de déconfinement. Bon, c'est terrible, évidemment. Ça va probablement générer des plans sociaux, ça va probablement générer pas mal de faillites, etc. Mais le bon côté de ça, c'est que ça a été une occasion unique dans notre histoire de voir une ville sans bruit, sans voiture et sans pollution pendant 2 mois. Et ça va être dur de revenir en arrière. Moi, je sais que j'imagine que le 11 mai, de revoir toutes les voitures dans la rue, même si tout le monde ne sortira pas, ça va être un gros choc et on se dira, on n'était pas si mal finalement pendant le Covid. Donc, la place des mobilités douces va s'imposer beaucoup plus. Avant, elle essayait de s'imposer un petit peu, même s'il y a beaucoup d'aficionados de la mobilité douce, notamment qui s'inscrivent à des services comme le nôtre. Mais je pense que maintenant, c'est même pas qu'elle va s'imposer, c'est qu'elle va être naturelle. Donc, je pense que que le Covid aura eu au moins ce bénéfice, en tout cas pour le transport dans Paris et pour la circulation dans Paris, de faire réaliser aux gens que on peut vivre en fait dans un monde un petit peu plus agréable en utilisant ces mobilités douces. Pour conclure, je pense qu'on sera un des gagnants. Un des gagnants, oui, puisqu'il y a eu quand même pas mal de gagnants pendant la crise. On sera un des gagnants. On a été un gros perdant pendant 2 mois et je pense qu'on sera un des gagnants du déconfinement puisque les transports en commun ne prévoient que 20% de leur trafic habituel. C'est-à-dire qu'il va y avoir, alors même s'il y aura beaucoup de télétravail, c'est-à-dire qu'il va y avoir quand même des millions de gens dans Paris notamment, qui vont être obligés de choisir un autre moyen de transport. Et on estime qu'une partie de cela va basculer un peu vers nous. Énormément vers le vélo, ça c'est sûr, Ouais. mais pas mal vers nous. Merci beaucoup, Bertrand. Il reste un peu moins de 10 minutes, il nous reste 5 minutes. Je propose qu'on essaie de répondre aux quelques questions qui ont été posées. Tu veux que tu les as sous les yeux ou tu veux que je les… Oui, alors je les ai sous les yeux. Je vais essayer de ne pas les prendre les dernières en premier. Et je vois donc, pouvez-vous nous donner des éléments sur le modèle économique de CityScoot? Nombre de locations, j'ai répondu. Chiffre d'affaires, non, jamais je donnerai ça. Prix moyen.
Alors, prix moyen, c'est facile. Une location dure environ 15 minutes en moyenne. Et quand c'est pas 15, c'est 14,5 sur le mois ou 15,5. Donc, il n'y a pas beaucoup de, il n'y a pas beaucoup de variance sur ce métrique-là. Donc, vous pouvez calculer tout seul le prix moyen. Durée moyenne d'utilisation, j'ai répondu. Nombre d'utilisateurs, j'ai répondu. Profitabilité, non, je ne réponds pas. Facteur de risque. Nos facteurs, alors, les risques qu'on peut identifier, c'est par exemple, alors évidemment, il y a la concurrence qui peut arriver, mais nous, on aime bien la concurrence. On n'a jamais fait autant de business que quand notre concurrent est arrivé et quand il était à côté de nous. Enfin, ça nous a permis d'accélérer parce que ça évangélise un petit peu le produit. Non, le facteur de risque, ce serait qu'une ville décide que plus de 2 roues électriques dans une ville, ce qui serait quand même étonnant. Donc, je ne pense pas qu'on soit soumis au risque. Vos investisseurs vous demandent-ils de les informer sur votre impact environnemental? Quels indicateurs? Alors, nos nouveaux investisseurs nous ont demandé de se conformer aux différentes politiques environnementales, RSE, surtout Déméter, enfin, ça fait partie de sa politique d'investissement. Donc oui, on nous le demande. Cityscoot, c'est combien d'effectifs? J'ai répondu, donc environ 350. L'arrivée de Bertrand Altmaier ouvre-t-elle une nouvelle ère chez Cityscoot? Quels sont vos projets pour les prochains mois? Oui, alors ça va ouvrir une ère qui fait que ça va me permettre de passer l'étape. Je pense que à moi tout seul, j'ai réussi à amener cette entreprise au niveau où elle est maintenant. Je pense que si on veut accélérer, on va aller encore plus haut. Je ne peux pas tenir toute l'entreprise, enfin, je ne la tiens pas à bout de bras, puisque j'ai beaucoup de gens qui connaissent d'ailleurs tous leur métier beaucoup mieux que le mien, enfin, leur métier beaucoup mieux que moi, et qui œuvrent, enfin, au moins 12 ou 13 heures par jour, y compris le week-end. Mais en tout cas, pour prendre les décisions importantes, pour lancer des nouveaux projets, pour restructurer un peu l'entreprise, pour lui permettre d'arriver à des niveaux différents, l'arrivée de Bertrand Altmaier est inévitable et nécessaire. Quelle est votre vision du marché sur la place des 2 roues et voitures dans les 3 plus grosses villes de France, Paris, Lyon, Marseille? Alors, alors Paris, je pense que la voiture va perdre ce combat. D'accord, elle l'a déjà perdu. La mairie de Paris a fait ce qu'il fallait pour décourager énormément d'automobilistes, avec d'une certaine manière qu'on peut critiquer, mais je pense que ça a déjà commencé à fonctionner, et je pense que ce sera le cas dans toutes les villes. La place des 2 roues, alors que les 2 roues soient des 2 roues vélo, 2 roues trottinettes, 2 roues, 3 roues motorisées, je pense que la place va grossir. Je pense que les grands gagnants dans les villes vont être les transports, je vois ça à 5 ou 10 ans, vont être les transports en commun, les mobilités partagées, le vélo individuel, et peut-être même un petit peu les VTC, tout ça en positif et en énorme négatif, la voiture. Pour Lyon, alors Lyon n'est pas une grosse ville de 2 roues, Marseille est une énorme ville de 2 roues, mais je connais pas très bien les villes. Mais Marseille est une grosse ville de 2 roues. Nous, on a tenté d'aller, on a rencontré la ville de Marseille qui nous a un petit peu refroidi au niveau du vandalisme. En plus, notre assureur Allianz est partenaire depuis longtemps et maintenant investisseur, nous met un petit peu en garde sur les statistiques qu'ils ont à Marseille. On n'exclut pas de re-regarder le dossier Marseille un jour. 2030-2050, j'ai aucune idée. Je ne sais même pas ce qui va se passer dans 3 mois. Enfin, je pense qu'en ce moment, il est beaucoup plus facile de savoir ce qui va se passer en 2030 que dans 3 mois. Mais non, je ne peux pas m'exprimer pour 2030, désolé. Combien de villes? Alors, le nombre de villes, c'est une très bonne question. Cityscoot, pour ceux qui ont suivi Cityscoot, n'a pas décidé, enfin moi j'ai décidé de ne pas être une entreprise qui ouvrait 10 villes d'un coup, qui plantait des drapeaux un peu n'importe comment, qui dépensait l'argent à tout va. C'est pas le style.
Le style, c'est plutôt le style un peu éléphant, c'est-à-dire on avance doucement mais sûrement. Quand on va dans une ville, on met énormément de scooters, on s'implante, on regarde les statistiques, si ça fonctionne, on continue, puis après on va dans une autre ville. Donc en fait, on fait peu de villes par an. Ce qu'on aimerait à partir de maintenant, c'est d'en faire un peu plus, c'est-à-dire au moins 3 ou 4 par an. Mais il n'y a pas 200 villes en Europe qui sont capables d'accueillir CityScoot. Il faut au moins dans une ville, pour que le business model fonctionne, il faut qu'on puisse mettre au moins 4 ou 500 scooters. Il n'y a pas énormément de villes, mais enfin bon, il y en a quand même une bonne cinquantaine. Ce qui serait bien, c'est d'en ouvrir 3 ou 4 par an. Quel pourcentage du CA la dégradation? Donc c'est là que j'avais vu cette photo, cette question, pardon. Donc le pourcentage du CA est négligeable. Quel est le? J'ai répondu. Comment est organisée la maintenance du parc de scouts? Bon, j'ai un petit peu répondu tout à l'heure, et puis c'est une longue réponse, donc je ne réponds pas. Que pensez-vous du rôle des dates que les datas concernant les trajets de vos scooters pourront jouer dans les projets de Smart City? Alors, ouais, alors vous savez si vous saviez à quel point les villes insistent pour avoir toutes nos datas. Nous, on est OK chez CityScoot pour donner notre data, évidemment à condition qu'il n'y ait pas de nom derrière la data et que la ville ne puisse pas utiliser ces datas pour créer un service concurrent. En revanche, pour ce qui est de recréer l'urbanisme, le stationnement, le sens des rues, les datas me paraissent jouer un rôle très très important. Quelle est la durée de vie d'une batterie? Écoutez, on a encore toutes nos batteries depuis l'origine, donc je peux vous dire que c'est au moins 4 ans. Mais sérieusement, je pense que c'est 5 ans, 6 ans max. Quels aménagements urbains sont selon vous nécessaires pour l'expansion du scooter électrique, voie dédiée? Alors, on a, ça c'est une question un peu pied dans le plat parce qu'on a lancé une étude tout à fait indépendante de la RATP. On voulait surtout pas être influencé parce que vous savez qu'on a comme actionnaire la RATP. On voulait pas qu'on nous accuse de publier une étude biaisée. On a lancé une étude sur la circulation des scooters électriques uniquement dans les voies de bus et on voit qu'en fait, elle n'a aucun impact ni sur l'accidentologie, ni sur la circulation des bus. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aménagement urbain. Je pense que si les scooters avaient le droit électrique, avaient le droit de rouler dans les voies de bus, ça changerait la vie de personne et ça inciterait énormément les gens à vendre leur thermique pour acheter l'électrique. Quant au stationnement, si tout le monde faisait comme la mairie de Paris, c'est-à-dire autoriser les 2 roues, et peut-être à terme ce ne sera plus que les 2 roues électriques quand il y en aura de plus, à se garer sur les places voitures proprement, bien en perpendiculaire, je pense que ça résout. Et d'ailleurs, si vous regardez pour tous ceux qui habitent à Paris ou même à Nice, où on est, enfin même dans les grandes villes enfin surtout à Paris, vous verrez qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup moins de scooters sur le trottoir qu'il y en avait il y a 6 mois. Et je pense que ça a été une très, très bonne mesure. Quelle est votre vision sur l'avenir des trottinettes en Europe et plus particulièrement dans les grosses villes? Alors, je suis assez pessimiste, moi je m'en fous de le dire. Je suis assez pessimiste sur les trottinettes. Voilà. Je vous le dis, je pense que le business model n'a pas encore été prouvé. J'ai moi-même retourné les chiffres dans tous les sens en essayant d'être le plus optimiste possible. Je n'ai pas réussi à comprendre ça. Et puis, il faut faire attention. Dans une ville comme Paris, je pense que ça ne fonctionnera jamais parce que Paris est une ville de vandales, comme Marseille. Dans d'autres pays où le sens du civisme est beaucoup plus développé, je pense que ça peut fonctionner, à la limite dans ces pays-là. Donc c'est un peu extrême ce que je dis. Si maintenant, Déméter, tu investis dans un service de trottinette, on te dira que tu n'as pas bien écouté ce webinaire. Trop tard. Et on l'a fait différemment. Ah, ok. Bon, désolé, je ne savais pas. Pensez-vous que le pay-per-use, j'arrive pas à descendre, soit toujours le modèle adapté post-Covid? Alors, je vais en profiter en répondant à cette question, à répondre à une question à laquelle je voulais répondre. On m'a posé aussi une question sur l'offre entreprise. Alors, je vous annonce en avant-première qu'on lance une offre entreprise. En fait, un truc qu'on avait en tête, mais qu'on n'avait pas le temps de faire. Et finalement, comme pour beaucoup d'entreprises, le Covid nous oblige nous force un peu
à ne plus procrastiner sur certains chantiers et à avancer. Donc, on va offrir aux entreprises des gros packages de minutes d'utilisation, donc du pay-per-use, si vous voulez, qu'elles pourront ensuite offrir à leurs salariés qu'elles veulent voir venir travailler au moment de la reprise et qu'elles ne veulent pas voir prendre les transports en commun. Évidemment, ces minutes vont être vendues au prix le plus préférentiel possible, de façon à ce que ce soit gagnant pour tout le monde. Alors, il y a plein d'autres idées pour les entreprises, évidemment, mais on va déjà commencer par ça. Mais pour répondre à la question, oui, je pense que le pay-per-use, ça devient, je pense que c'est le meilleur modèle. J'aime pas trop les modèles d'abonnement pour les services comme ça qui sont, enfin, pour le libre service. Si on fait un modèle d'abonnement, ça veut dire que, imaginez, on fait payer 200 € par mois et le client peut l'utiliser autant de fois qu'il veut. Ben, le scooter devient individuel, il est plus partagé, il est plus partageable. Faut suivre sa batterie. Ça peut pas marcher pour les services comme les nôtres qui font que des très courtes durées. À quand un deuxième casque? Alors pour bientôt. On va commencer par l'Italie et l'Espagne qui sont très demandeuses de ça. Mais on va essayer de faire ça pour la fin de l'année. Voilà, je pense qu'on a dépassé le temps. Enfin, moi, j'ai tout le temps que vous voulez. Une histoire Non, je crois qu'en effet, on a dépassé le temps. Enfin, je me tourne vers les grands gros qui sont Denis et Bernard pour voir ce qu'ils en pensent, mais j'ai peur qu'il faille qu'on libère l'antenne, si je puis dire. Écoutez, s'il vous reste, s'il y a des questions qui n'ont pas encore été traitées et que Bertrand veuille les prendre, on peut encore prendre deux questions et puis à 18h, il est 18h37, à 18h40, on met un terme au séminaire. Alors Bertrand, je te laisse choisir ta dernière question. Merci Bernard. Bon, ça m'embête de répondre sur les histoires de capacité de batterie. Bon, elles font 2 kWh, comme ça j'ai répondu. Le périurbain? Alors, périurbain, oui, effectivement. Alors, le périurbain, on est déjà en périurbain puisqu'on est présent dans 15 communes limitrophes de Paris. On n'a pas fait le tour de Paris pour le moment, on s'est un petit peu arrêté. Donc, on est de Saint-Ouen, en tournant dans le sens inverse des aiguilles du monde, on va de Saint-Ouen jusqu'à Vincennes, je crois. Mais on n'est pas dans toutes les villes de ce trois quarts de ceinture, puisqu'il nous manque des villes qui ne veulent pas de nous, comme Vanves, comme peut-être une autre ou deux. Alors ensuite, est-ce qu'on pourrait aller en deuxième couche, c'est-à-dire limitrophe de limitrophe? Alors limitrophe de limitrophe, c'est possible dans les agglomérations, pardon, dans les municipalités qui sont denses et peuplées, on le fera probablement. Il y en a pas mal à l'ouest de Paris, du genre Nanterre, Asnières, qui nous intéresse. On a tenté un Asnières à un moment, mais on avait ouvert qu'autour de la gare d'Asnières, donc il y avait au moins 200 scouts garés autour de la gare d'Asnières le soir. On s'est fait hyper engueuler, donc il va falloir qu'on fasse attention à ça. Il faut savoir que ensuite, le problème, c'est pas l'autonomie du scooter. Les scooters, ils peuvent aller, on peut faire 25 km et revenir, c'est pas un problème. Le problème, c'est l'opérationnel. Ensuite, il faut aller changer les batteries. Et quand on augmente un rayon, on augmente la surface au carré de ce rayon. Et ça va très, très vite ensuite, la surface à couvrir pour l'opérationnel. On fait très attention à rester dans un rayon qui est raisonnable pour nous et qui est opérable. Voilà. Mais le périurbain, on aime bien. On fait d'ailleurs on va faire aussi un peu de périurbain autour de Nice, aux villes qui sont limitrophes. Très bien. Je crois que c'était la dernière question et donc la dernière réponse. Encore une fois, un grand merci Bertrand. De rien, c'est un plaisir. Pour ton témoignage riche. J'espère que ça inspirera d'autres inventeurs de nouvelles mobilités. Denis ou Bernard, est-ce que vous voulez dire un mot de conclusion? Denis, Monsieur le Président.
Tu es sur mute, Denis. Je rétablis mon micro, que j'ai respecté les consignes. Je voulais simplement remercier Bertrand, c'était passionnant. Ça nous ouvre des perspectives à la fois sur ce qu'on vit tout de suite, mais sur ce qu'on va vivre probablement dans les mois et les années qui viennent. Et je tiens à l'en remercier et te remercier de nous avoir aidé à monter cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup au nom de toute la communauté des alumni. Merci beaucoup, cher Bertrand. C'était absolument passionnant. Vous revenez quand vous voulez. Merci à Philippe et à Denis d'avoir rendu cela possible. Bonne fin de journée à toutes et à tous et à très bientôt pour une nouvelle conférence en ligne du groupe Énergie, Infrastructure et Mobilité, dont je remercie très chaleureusement et je salue très amicalement tous les membres qui sont présents en ligne aujourd'hui. Bonne fin de journée à tous. Merci à tous. Très vite. Au revoir. Au revoir.